Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission, l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui donne la parole aux téléspectateurs, à ceux qui vivent l'Afrique. Cette émission tout simplement où vous êtes au cœur des discussions. Alors vous le savez, chaque semaine, on va sur les réseaux sociaux, on va sur Internet afin de dénicher les sujets qui auront suscité votre intérêt. Alors au menu, on y va, mesdames et messieurs. Je vous pose une question tout simplement. Est-ce que une Afrique souveraine et indépendante, c'est d'abord et avant tout une Afrique qui s'autofinance? Bonne question, on va y répondre ici sur le plateau. Puis on répondra à la demande d'un téléspectateur, KMS Dimar, qui souhaitait qu'on passe plus de temps sur l'importance de protéger les ressortissants africains. Et oui, on reprend ce sujet ici dans l'émission. Et enfin, on clôturera avec la COP 29. Et oui, grande désillusion des Africains. Mais à quoi s'attendaient-ils? Voilà, mesdames et messieurs, à peu près le programme du jour. On a une petite surprise pour vous à la fin de l'émission, donc ne bougez surtout pas. Alors, on l'a dit, les téléspectateurs sont à l'honneur et je vous propose d'accueillir tout de suite notre premier téléspectateur, Monsieur Ali Traoré. Bienvenue à vous, vous êtes analyste politique et surtout téléspectateur de cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous, Aïssatou. Avec grand plaisir. En face de vous, nous avons nos chroniqueurs à Babadem. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste. Merci et bienvenue aux téléspectateurs et surtout aux commentateurs. Surtout aux commentateurs, effectivement, on insiste, mesdames et messieurs, on lit tous les commentaires, les gentils, ceux qui piquent un petit peu. Des fois, on lit ça, on se dit aïe. Mais voilà, en tout cas, on vous lit, continuez. Et si vous souhaitez participer, on vous attend. Ali Traoré, on confirme? Exactement. On continue avec monsieur Cyril Calvin Bandoukoulata. Vous êtes fondateur de la plateforme Les Hyperconscients. Bienvenue à vous. Effectivement. Du coup, déjà merci Aïssa. Toujours un plaisir de participer à l'émission Afrique dans tous ses états. Et encore une fois, ravi de pouvoir décrypter l'actu qu'a fait cette semaine sur le continent. Exactement, très important pour nous. Alors, je vous propose, Ali Traoré, de regarder nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des vidéos, des petits commentaires, et puis on revient. Bonjour Vox Africa, je me permets de faire une petite vidéo pour vous encourager pour cette initiative. Lors de votre dernière émission, l'Afrique dans tous ses états, à travers d'un débat constructif pour notre Afrique. Je pense que plus que jamais, nous devons tendre vers l'Union africaine. Nos différences peuvent devenir une force si on échange tous ensemble vers une bonne cause. J'ai découvert la nouvelle émission proposée sur Vox Africa et qui parle de l'Afrique dans tous ses états, notamment des actualités qui se passent dans la CEDEAO et dans l'AES et qui nous concernent tous en fait. Cette interdépendance nous lie les uns aux autres. Avec des informations utiles et concrètes à la clé, je vous invite dès à présent à suivre Vox Africa. Bonjour, je m'appelle Joël, c'est pour vous dire que j'aime réellement votre émission. Je trouve que c'est une des rares émissions où on peut vraiment en apprendre des choses sur l'Afrique, sur des sujets divers. Et en tout cas, c'est une émission à laquelle j'aimerais beaucoup participer pour pouvoir donner mon avis. Donc je conseille à tout le monde de continuer à suivre cette émission-là. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé leurs commentaires, leur participation. J'insiste et j'invite tous les autres téléspectateurs à faire la même chose. Encore une fois, cette émission, c'est vraiment la vôtre et c'est seulement sur Vox Africa. Allez, on va commencer. Rentrons dans le vif du sujet, la thématique que vous souhaitez qu'on aborde en premier. Une Afrique souveraine, une Afrique indépendante. C'est d'abord une Afrique qui s'autofinance. Bonne question, on y répond ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Et on va regarder d'abord une vidéo et puis on revient. Parce que l'aide au développement de la France est destinée à 40% à destination des pays du continent africain. Donc un impact immédiat et direct, notamment les projets qui sont soutenus par l'agence bilatérale de la France, qui est l'agence française de développement, qui soutient des programmes en matière de santé, d'éducation, d'accès aux infrastructures. Elle finance également les ONG, qu'il s'agit d'ONG internationales ou locales, ou enfin les financements de la France auprès des organisations multilatérales. Ça va des Nations Unies, de ces agences, de l'UNICEF, du PAM, ou encore des instruments en santé. Là, je parle par exemple de Gavi, qui est une espèce de super centrale d'achat de vaccins, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose ou le paludisme. On a aussi la reconstitution cette année de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça pose un gros point d'interrogation sur l'exemplarité de la France
tout particulièrement, vous l'avez mentionné, alors que les États-Unis risquent de se dégager une fois de plus du cadre multilatéral. Et quelles sont vos préconisations alors en matière d'aide publique au développement? De ne pas lâcher l'affaire. Allez, de retour sur le plateau. Alors Cyril, je te donne la parole pour un point sur la situation. Du coup, merci de me donner la parole, Aïssatou. Du coup, moi, j'aimerais plutôt aborder la question là, plutôt vue sur le prisme de l'aide au développement. L'aide au développement, il faut savoir que c'est au cœur des stratégies de développement de nos États depuis l'ère un petit peu de post-indépendance. Mais le constat aujourd'hui qui s'impose, c'est celui de savoir que les résultats sont quand même toujours un petit peu loin des attentes. Alors la question qu'on peut humblement se poser, c'est de savoir si au final cette aide au développement se place comme étant un véritable moteur, n'est-ce pas, pour le développement du continent, ou au contraire si ce n'est qu'une illusion. Alors si on doit un petit peu revenir à la genèse même de l'aide au développement, elle trouve ses origines dans la période un petit peu de l'après-guerre, l'idée étant de véritablement forcer une véritable solidarité au niveau international face aux inégalités économiques. En Afrique, ça s'est principalement intensifié après les indépendances, porté par des financements bilatéraux et multilatéraux visant à combler des déficits d'infrastructures, d'éducation et de santé. En 2023, cette aide vis-à-vis de l'Afrique représente encore 42 milliards d'euros par an en moyenne, mais plusieurs décennies après et plusieurs milliards de dollars plus tard, les défis nombreux persistent. Premier défi, on pense notamment à la dépendance chronique que certains États vont avoir vis-à-vis de cette aide au développement. Il faut savoir que pour certains pays, ça représente même près de 10% du PIB de certains États africains. On a également un modèle paternaliste qui pose quand même de plus en plus un certain nombre de questions, parce que cette aide va souvent être conditionnée par un alignement avec certaines priorités de donateurs qui semblent également poser un certain nombre de problèmes. Alors, si l'aide a quand même permis des avancées ponctuelles, elle fait également face à certaines limites structurelles qui restent nombreuses. On pense notamment au faible impact sur l'économie durable qu'elle va avoir sur certains États, mais également aux effets pervers, donc notamment du fait que cette aide au développement semble quand même freiner parfois la croissance d'initiatives locales. Alors, cette remise en question est portée à la fois par certaines voix africaines qui prônent une responsabilisation interne, mais également par certains partenaires internationaux qui reconnaissent quand même de plus en plus la nécessité de repenser ce modèle d'aide au développement. Donc face à ces limites, une évidence émerge, à savoir celle d'avoir une Afrique qui s'appuie davantage sur ses propres ressources et talents. Une diaspora qui investit, donc qu'on voit donc près de 50 milliards d'euros par an sur le continent, sur lequel on peut véritablement s'appuyer d'un point de vue de développement endogène. On a des systèmes financiers locaux de plus en plus matures, mais également des ressources naturelles qui, si elles sont mieux gérées, peuvent également participer de manière plus efficace au développement du continent. Alors, la conclusion de ce propos liminaire serait de donc, constater que l'aide au développement reste donc très importante, mais fait face quand même à un certain nombre de limites. Et en soi, aujourd'hui, véritablement, on va avoir la possibilité pour ces États de se libérer un petit peu de cette aide au développement et plus ou moins, ça n'a pas nécessairement être vu, c'est pas comme un simple défi, mais plutôt comme une opportunité de redéfinir un petit peu le récit africain. Donc ce serait plus ou moins ça mon Merci beaucoup Cyril pour ce point. Alors moi, je vais embrayer tout de suite avec un commentaire d'un téléspectateur. 60 ans d'aide, zéro industrialisation. En un mot, l'aide génère des dettes pour celui qui les accepte. Pourquoi l'aide ne construit jamais des centrales nucléaires en Afrique, comme tu l'as bien dit, entre guillemets. Alors, merci à Wall Street pour ce commentaire. Alors, je vais vous donner la parole à vous, téléspectateurs, à vous, Ali Traoré. L'aide au développement, finalement, c'est plutôt l'aide à la fin en tout cas, aux difficultés de développement du continent africain? Moi, je dirais, pour être provocateur, l'aide au développement à l'Afrique, c'est finalement une aide aux pays qui aident l'Afrique pour leur propre développement. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je pense que l'Afrique doit commencer à penser grand. On s'est longtemps comporté comme des grands enfants. Maintenant, notre génération, elle est consciente. Elle a toutes les connaissances. Elle maîtrise tous les mécanismes économiques dans le monde pour impulser le développement de l'Afrique. Par contre, nous faisons face à un rapport de force qui n'est pas en faveur de l'Afrique. Après 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé les institutions de Bretton Woods. La FMI, la Banque mondiale, sont des instruments qui ont été construits sans l'Afrique, qui ne prennent pas en compte l'Afrique. Donc tous les mécanismes de ces grandes institutions
bloque le développement de l'Afrique, bloque l'accès de l'Afrique au marché des capitaux à des coûts compétitifs. Aujourd'hui, le grand handicap de l'Afrique, c'est l'accès aux capitaux aux mêmes conditions que les autres pays. L'aide au développement, je dirais, c'est l'eau sucrée que les puissances ont trouvée pour nous permettre de boire la nivaquine sans problème. Et il a dit en plus, Cyril, l'aide au développement est au cœur des stratégies des États africains. C'est quand même incroyable. Oui, justement, c'est ça qui est problématique. La stratégie économique ne peut pas se baser sur les autres. Comme le disait Thomas Sankara, nous n'acceptons que l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Quand l'aide atteint 10% de ton PIB, ça veut dire que tu es gangréné, que tu n'as plus de capacité d'initiative industrielle, de capacité d'initiative économique et tu ne peux pas te développer. Tant que les États africains sont basés sur l'aide au développement, au lieu de chercher à casser ces rapports de force qui n'est pas en notre faveur, nous n'allons jamais nous développer. Exactement. Donc, c'est important de définir les termes. C'est des pays souverains, c'est des pays qui tout simplement peuvent décider pour leur économie, pour leur politique, pour leur priorité. Leur priorité, exactement. Et c'est très important de le dire, je t'en prie. Effectivement, pour rebondir sur ce point, moi je pense qu'une Afrique libre aujourd'hui, c'est surtout une Afrique qui prend ses responsabilités. Hein, on ne peut pas nécessairement, pour emboîter le pas à ce qui a été dit en introduction et ce que le téléspectateur du jour a repris, avoir une stratégie qui fait en sorte que 10% du PIB d'un pays aujourd'hui va dépendre, n'est-ce pas, de l'aide au développement. Donc une Afrique qui prend ses responsabilités, c'est une Afrique, justement pour pallier un petit peu ce déficit vis-à-vis de l'aide au développement, qui incorpore davantage peut-être sa diaspora aussi dans les dispositifs, dans ces dispositifs budgétaires. Je l'ai dit en introduction, aujourd'hui la diaspora envoie près de 50 milliards d'euros par an sur le continent. Là où l'aide au développement aujourd'hui mondiale destinée à l'Afrique représente 42 milliards. Donc on voit véritablement que si les leviers d'un point de vue stratégique sont véritablement mis en place, ce que la diaspora investit sur le continent peut largement pallier un petit peu à ce qu'on reçoit un petit peu des bailleurs internationaux qui renvoient un petit peu aussi au serpent qui se mord sa propre queue. C'est-à-dire on nous donne de l'argent et finalement cet argent est réutilisé pour importer à l'Occident. Donc effectivement l'idée c'est pas nécessairement d'avoir une aide au développement qui a un impact vraiment limité, mais vraiment avoir des stratégies qui favorisent le développement du continent. Si je reprends vos propos, donc une Afrique libre, donc on est d'accord, c'est une Afrique qui s'autofinance, une Afrique qui finance sa propre santé, une Afrique qui finance sa propre éducation, une Afrique qui finance sa propre défense aussi, c'est important de le dire. Personnellement, je ne pense pas que la notion d'autofinancement, c'est celle qui définit la liberté. Moi, je pense que c'est plutôt la capacité à se financer dans les conditions qu'on a décidées. En fait, en réalité, vu les réalités économiques du monde aujourd'hui, on ne peut pas se passer des financements extérieurs. On a besoin, les économies sont interconnectées dans le monde, on n'a pas le choix, on doit travailler avec des partenaires. Mais la liberté, c'est la capacité de choisir les partenaires qui nous offrent les meilleures conditions. Nous obliger à travailler avec des partenaires qui nous imposent une aide qui est en réalité des prêts déguisés, ça, ce n'est pas la liberté. Et je veux aussi rebondir sur l'aspect diasporique. Les fonds de la diaspora qui vont vers l'Afrique. En réalité, ce flux économique n'est pas structuré et ne contribue pas en réalité au développement de l'Afrique. C'est quoi, ce pas des investissements productifs? Exactement, ce ne sont pas des investissements productifs, ce sont des investissements. En gros, c'est pour des utilisations courantes de subsistance des populations. Les États africains doivent structurer leur stratégie pour attirer les fonds de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, moi, je place de l'argent en France, le rendement ne va pas dépasser 5%. Alors que sur le continent, il y a des placements qui peuvent rapporter 15, 20, 30, voire 50% sur le continent. Mais si les économies africaines veulent vraiment des flux de capitaux à des conditions intéressantes, elles peuvent venir chercher cet argent au niveau de la diaspora et de façon compétitive. Mais il faut mettre en place des stratégies et être audacieux. Exactement. Et aussi peut-être pour compléter ce qui a été nécessairement dit, l'idée c'est pas nécessairement de remettre en cause ce principe d'aide au développement. L'idée c'est peut-être de justement repenser nos modèles. On est jusqu'à preuve du contraire davantage dans une dimension un petit peu paternaliste aujourd'hui de cette aide de développement. Pourquoi pas nécessairement partir pour davantage une approche où on se place davantage dans une logique de cofinancement vis-à-vis de certains projets. C'est peut-être une piste de solution. Également penser à supprimer un certain nombre de conditions
désavantageuse pour nos États afin qu'ils puissent obtenir un certain nombre de ces aides. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de ce carcan un petit peu où on se place en dessous, où on supplie plus ou moins pour avoir un certain nombre de fonds et qu'on repense véritablement le Donc modèle. Il faut repenser l'aide publique, c'est-à-dire qu'il faudrait continuer à garder l'aide publique, mais finalement la repenser peut-être d'une façon un peu plus stratégique, effectivement. Utiliser les fonds externes qui nous sont éventuellement prêtés ou donnés ou comme on veut, mais de façon stratégique, à savoir construire des ponts, assurer le système éducatif, etc. Donc finalement, est-ce que vous seriez contre d'utiliser l'aide publique pour ces choix stratégiques? Moi, je suis contre. Pour moi, en fait, il faut arrêter l'aide publique. Il faut prendre ces systèmes d'aide au développement, on le met à la poubelle. Complètement. Parce que techniquement, ça ne nous aide pas. Si vous regardez en réalité, nos dirigeants s'appuient sur ça pour alimenter la corruption dans nos pays. Mais est-ce que le problème vient d'où le problème finalement? Le problème, en fait, il vient du rapport que nous avons à l'argent. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit que les dettes étaient effacées. C'est dans ces micmacs entre politiciens des deux côtés qu'on se fait des prêts, les autres volent, et après les uns, ils effacent. Il faut arrêter ça. Moi j'ai dit il faut que l'Afrique se finance dans les conditions normales, comme une entreprise va se financer sur le marché, comme les autres pays se financent, avec des intérêts de façon très claire. Il faut arrêter de quémander. Si vous vous rappelez, Donald Trump, lors de son premier mandat, il a dit, il s'est énervé, il a dit mais je ne comprends pas pourquoi on aide ces pays et après à l'ONU ils vont voter contre nous. Donc, vous voyez qu'il y a un mécanisme de subordination, c'est en gros une sorte d'achat de voix, c'est un système de corruption, mais dans tous les sens du terme. Il faut mettre ce système à la poubelle et se prendre ses responsabilités. Moi, si je veux faire un investissement, je prends ma garantie, je vais à la banque, je monte un dossier et je monte un projet viable et la banque me donne un crédit à un pourcentage des crédits que je vais rembourser. Et quand on parle de stratégie, si on fait la comparaison, l'aide au développement, je parle bien du mot aide au développement, côté Asie, côté Afrique. Toutes les aides au développement côté Afrique, ça va dans les histoires de santé, de puits, d'agriculture, là où d'autres ont pris des leviers sur le numérique, sur l'innovation. On est d'accord sur ce point-là. On va peut-être lire un commentaire d'un téléspectateur. Alors, pour le coup, pourquoi aider un continent qui déteste la France que les Africains mendient auprès des Russes et des Chinois? Alors, je trouve ce commentaire très intéressant et pour le coup, ça justifie un petit peu vos propos en disant que ça hiérarchise en fait. L'aide au développement hiérarchise les pays, les communautés. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est donneur, eh bien, on considère qu'on a tout simplement un poids supérieur aux autres. Donc finalement, aujourd'hui, le monde regarde l'Afrique comme quelqu'un qui quémande. Vous voyez, ils font la personne, ce qu'elle fait en fait, c'est subtil, mais c'est dépeindre l'Afrique toujours comme l'esclave. En réalité, c'est ce qu'elle vient de faire. De dire, ils vont quitter la France, ils vont aller derrière, leur nouveau maître, ce sera la Chine, ce sera la Russie. C'est pour ça que j'ai dit, l'Afrique doit s'assumer, définir ses propres stratégies, définir ses propres intérêts et se battre pour ses intérêts. Sortir de cette victimisation, je dirais, de ce rapport de force permanent avec les uns et les autres. Non, l'Afrique, nous, on doit être décomplexé, on doit faire nos propres choix, on travaille avec tout le monde, on ne craint personne, on fait du commerce avec tout le monde, mais dans les conditions qui nous arrangent. C'est cette nouvelle Afrique que moi je pense qu'il faut créer. Et c'est dans tous les domaines. Mais il faut avoir des leaders aussi, des bonnes personnes, parce que regardons, juste je coupe pas, mais regardons juste les Chinois. Si on prend le cas des Chinois, lorsqu'ils viennent au Sierra Leone par exemple, ils disent, écoutez, on va vous construire une école et on va vous construire une route. Sauf que cette route et cette école, c'est juste pour leur permettre d'envoyer en tout cas, leurs ressources, ce qu'ils exploitent. Et au-delà de ça, j'ai vu le Chinois qui dit, mais écoutez, on vous a fait une route, on vous a fait une école, mais à nous aussi de prendre vos minerais. Et là, je crois que c'était la bauxite au niveau de la Sierra Leone. C'est la manière d'infantiliser parce qu'on leur permet de faire ça. C'est juste. Mais c'est vrai, pour le coup, il y a des aideurs parce qu'il y a des receveurs. Donc, mais c'est vrai, mais c'est ça. C'est-à-dire que. Et qui sont les receveurs? Il faut voir comment ça se passe aussi. Et comment ça se passe. Bien sûr. Donc, un problème, à un moment, on peut pointer du doigt ceux qui aident, mais faut-il pas aussi pointer du doigt, voire 2 fois plus, ceux qui reçoivent et qui finalement font pas grand-chose avec l'argent qu'ils reçoivent? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours la même chose. Quand l'argent arrive,
il y en a qui vont voler cet argent. La corruption en Afrique, elle est basée aussi sur l'aide au développement en réalité. Parce que les entreprises qui vont exécuter ces marchés, ce sont les entreprises des personnes qui ont demandé cette aide. Et jamais on va voir des appels à candidature ouverts de façon transparente pour toutes les sociétés. Ce sont les sociétés des politiciens qui vont s'accaparer ces marchés-là et finalement qui vont se mettre l'argent dans la poche et surfacturer au passage l'État. Donc vous voyez, c'est un système qui est quand même vicieux. Moi, je pense qu'il faut raisonner de façon économique très clairement comme une entreprise. On va chercher de l'argent à un taux donné et on exécute un projet rentable. C'est très beau ce que vous dites, mais qui va chercher? Comme il le dit, il faut avoir des vrais leaders à la tête des pays qui ont cette vision-là, qui ont cette stratégie-là. Tout commence par là. Et l'éthique. Oui, c'est vrai, il l'a dit, c'est pour ça que je ne suis pas revenu dessus, mais il ne suffit pas d'avoir que des vrais leaders. Bien sûr, parce que là, vous faites un plan sur le papier, c'est très beau, oui, il faut faire ça, mais il faut avoir les bonnes personnes pour faire cela. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la génération actuelle d'Africains, il y a largement les compétences. Que ce soit à l'intérieur de l'Afrique ou à l'extérieur. C'est même pas une question de compétence. C'est pas une question de compétence. Nous avons les hommes, il faut des garde-fous aussi. Nous avons les hommes pour le faire. Maintenant, il faut y aller, il faut avoir le courage. Mais il y a deux choses, comme il l'a dit, il faut des leaders, mais il faut aussi des populations qui sont prêtes à souffrir pour passer ce chemin difficile. Jamais l'Afrique ne va se développer si ce n'est pas la souffrance. Je pense que les États du Sahel ont commencé à le comprendre. La difficulté économique que les États du Sahel sont en train de vivre aujourd'hui dans les pays, je peux vous dire, c'est très dur. Mais les populations ont compris que sans passer par ce cap de difficulté, on ne va jamais se développer. Et elles ont compris et elles sont en train de suivre leurs dirigeants. Ça va de pair. Dans les autres pays, s'ils veulent faire la même chose, il faut qu'ils fassent exactement preuve de patience, de courage et d'abnégation pour passer ça. Comme Baba le prenait l'exemple sur la Chine est passée par là. Il y a eu des moments très durs en Chine où il y a eu des famines, des centaines de milliers de morts en Chine. Mais grâce à ça, aujourd'hui la Chine, c'est la deuxième puissance du monde et bientôt la première. D'où l'importance de l'inclusion, c'est-à-dire que les populations accepteront de s'ouvrir à partir du moment qu'elles comprendront le projet. Et ça, c'est important aussi de le dire. Donc, non, juste pour un petit peu emboîter le pas sur ce qui vient d'être dit. En fait, cette logique un petit peu de sacrifice générationnel que les Asiatiques ont bien voulu mettre en place est la conséquence d'une stratégie qui a été pensée vraiment par le haut. On parle également d'avoir une Afrique qui accepte de souffrir pendant quelques temps. Moi, je répondrais en disant que est-ce qu'on ne souffre pas déjà? Est-ce qu'on ne souffre pas déjà? Donc, en soi, on est déjà plus ou moins dans cette logique de souffrance. L'idée, c'est de vraiment juste adapter une stratégie pour légitimer plus ou moins une souffrance et adapter aussi notre démarche en conséquence. Et j'aimerais aussi emboîter le pas sur peut-être une autre piste qui pourrait être mise en place par nos États pour un petit peu se substituer à cette aide de développement. On a dans la plupart des pays africains actuellement des fonds souverains, n'est-ce pas? Fonds souverains qui gèrent un certain nombre d'actifs. J'ai le cas, n'est-ce pas, de l'Angola qui gère près de 3 milliards. Le Botswana, c'est une enveloppe de près de 4,5 milliards d'euros d'actifs qui gère l'Afrique du Sud 150 milliards d'euros par an. Quand on parle d'une aide de développement qui avoisine à peine les 40 milliards d'euros par an. Donc, en soi, on a assez de ressources d'un point de vue interne, n'est-ce pas, pour potentiellement, je n'irai pas jusqu'à parler de substitution de l'aide au développement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez agressif, j'y crois pas nécessairement, je pense que la vérité est toujours un petit peu au milieu, mais plus ou moins rajouter n'est-ce pas, nos richesses internes et la rendre un peu plus complémentaire à l'aide au développement. Je pense que c'est véritablement ça. Pour le coup, ce que je comprends, c'est que la rupture directe n'est peut-être pas appropriée. C'est jamais la chose la plus sage. Il faut peut-être se préparer et substituer. Donc, et de toute façon, on prend le cas des pays asiatiques, c'est exactement ce qu'ils ont terminé à faire. À aucun moment, malgré le sacrifice générationnel, ils ont dit niet à la réception de dons étrangers. Non. Ils ont continué à les recevoir, c'est juste que de manière un peu plus stratégique, ils ont commencé à les investir sur certains domaines, notamment d'un point de vue éducation, pour pallier un certain nombre d'insuffisances et mélanger avec un certain nombre de sacrifices. Donc je pense que c'est vraiment la combinaison de tous ces éléments qui va nous permettre de sortir un petit peu de la situation de léthargie dans laquelle on se trouve. Bien sûr. Pour finir ? Pour finir, moi je reste sur ma position. Je pense qu'il faut vraiment se passer de cette habitude à tendre la main. Il faut que les relations soient équilibrées. Après, ce soit du donnant-donnant, ce soit du mais c'est déjà du donnant-donnant. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que les partenariats, il faut qu'on les équilibre rapidement. Si on ne le fait pas, si on veut passer par des étapes intermédiaires, etc., on ne le fera jamais. Pour vous, l'Afrique, c'est maintenant, c'est pas demain. Ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant. En 60 ans, le résultat, il est où? Il n'y a pas de résultat. Pour vous, la rupture doit être directe La rupture doit être ferme.
Comme ça, le partenaire, il comprend que tu es engagé. À partir de là, il est prêt à négocier des nouvelles conditions dans votre contrat. C'est exactement ce que l'Afrique demande aujourd'hui. On a besoin de renverser la table pour renégocier nos rapports de force avec le monde entier. D'accord. Donc aujourd'hui, clairement, une rupture directe, franche, à l'aide au développement. Il faut savoir quand même que l'aide au développement, c'est aussi pas mal d'ONG qui accompagnent pas mal de populations en difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain a les financements, en tout cas a mis en place la stratégie de financement pour finalement pallier à ce départ éventuellement de ces aides publiques, même si effectivement elles ont un objectif derrière, elles ont des intérêts qui sont là, mais néanmoins il y a quand même des populations qui vivent grâce à ces fonds. Vous savez, quand on parle de rupture, les autres ont tendance à dire « Ah, mais il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. » Mais je pense qu'il faut aussi j'ai envie de dire, il faut pas douter de l'intelligence des personnes qui demandent la rupture. La rupture, c'est l'objectif. C'est organisé, c'est l'objectif. C'est anticipé. C'est ce qui j'arrive. C'est organisé, c'est pris en compte les effets de bord éventuels, c'est mis en place la stratégie pour pouvoir y arriver. Si on a un objectif, il faut une stratégie pour y arriver. Donc la question qu'il faut poser, non, je ne rejoins pas parce que la stratégie que lui propose, la stratégie que lui propose, c'est d'avoir des étapes intermédiaires, de les diriger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, quand on dit rupture par rapport à l'aide, c'est pas dire on ne veut plus travailler avec vous, c'est de dire je ne veux plus ce mécanisme qu'on appelle aide au développement, je n'en veux plus. Par contre, je veux que tu me fasses des prêts, il n'y a pas de souci. Je vais payer tes entreprises, vous allez me faire du transfert de compétences. Donc c'est une réforme de l'aide au développement. Exactement, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Mais c'est pas une rupture. C'est ce que je disais, il faut revenir à un système de crédit classique. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'Afrique, dans tous ses états. On continue avec le deuxième sujet, Baba, oui, la protection des ressortissants. Oui, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de protéger les Africains qui émigrent dans d'autres continents. Baba, on regarde la vidéo et puis on revient. Des images insoutenables filmées par les migrants eux-mêmes, des Éthiopiens qui tentent de rejoindre l'Arabie Saoudite en passant la frontière avec le Yémen. Des tirs à bout portant, des blessures graves et des morts, comme sur cette vidéo où 2 d'entre eux tentent de sortir de ce container le cadavre de l'un des leurs. Il aurait été exécuté. Dans un rapport de 73 pages, l'organisation humanitaire Human Rights Watch détaille, témoignage à l'appui, que les militaires saoudiens ont tué des centaines de migrants et de demandeurs d'asile. Un jeune homme de 17 ans m'a raconté qu'il a été forcé de violer les filles de son groupe qui avaient survécu. Il affirme avoir participé à ce viol collectif car il a été témoin de l'exécution sommaire d'un homme qui avait refusé de le faire. L'ONG qui a recueilli le témoignage de 38 personnes sur place soupçonne des massacres systématiques qui pourraient constituer un crime contre l'humanité. De retour sur le plateau, Baba, je te donne la parole. Les ressortissants, comment les protéger, surtout quelle est la situation? Absolument. Chaque année, des milliers de migrants africains subsahariens, c'est très important pour le mot africain subsaharien, risquent tout pour fuir la misère ou les conflits dans l'espoir d'une vie meilleure. Pourtant, leur parcours est jalonné d'épreuves souvent inhumaines. Alors, je fais juste un petit débrief, en tout cas de ce qui a été donné. Pour au Maghreb, première situation au Maghreb, certains subissent des ratonnades, c'est-à-dire en gros des agressions très caractérisées sur certaines ethnies. Du racisme, mais le pire, c'est les refoulements en plein désert. Je vais donner juste des exemples qu'on a vus récemment sur plusieurs années. L'Algérie refoule systématiquement à 1500 km dans le village de Assamaka les migrants, sans rien, sans eau, etc. Depuis des années, ça a été dénoncé. Eux, ils le justifient à leur manière. En Libye, le Maroc aussi, il y a eu la même chose. En Libye, c'est pire. On assiste à des kidnappings, des tortures, des viols collectifs, mais au-delà de ça, c'est surtout l'esclavage moderne en Libye. Dans la péninsule arabique, je ne vais pas citer les pays, mais péninsule arabique, des atrocités sont commises. Et vous avez vu la vidéo en Arabie Saoudite, et c'est toujours systématique. Entre la frontière Arabie Saoudite et Yémen, on a assisté à des massacres d'Éthiopiens que vous avez pu voir et c'est des centaines et des centaines. On pensait que ça s'arrêtait là, mais le HRW voit ensuite des massacres systématiques. En Europe, j'en parle même pas, on voit aussi dans certains pays donc souvent des conditions pour les Noirs d'extrême pauvreté, ils affrontent la précarité, l'exploitation, on insiste sur l'exploitation et enfin la situation n'épargne même pas l'Asie où certains migrants sont dans des situations parfois même de proxénétisme, de viol parfois caractérisés et donc des abus aussi dans les milieux de travail et parfois même certaines personnes on les exploite, mais on ne les paye pas pendant des mois et des mois et des mois. Alors,
concernant les solutions, il faudrait donc ceux qui ont été préconisés, je prends juste les 3 qui ont été le plus cités, c'est forcément renforcer les lois. Il y en a qui parleront de régulariser les sans-papiers, c'est une autre solution, mais c'est surtout sensibiliser pour déconstruire les stéréotypes et apaiser les tensions. Ça, c'est souvent recherché, et protéger les plus vulnérables pour la plupart, et une meilleure gestion des flux migratoires. Et enfin, c'est coopérer à l'échelle internationale et que tous ces pays, que ce soit les pays des migrants ou les pays qui accueillent, puissent trouver une solution durable parce qu'ils vivent un tel calvaire qu'il est urgent d'agir ensemble pour restaurer la dignité humaine. On parle bien de dignité humaine. Je suis totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup, Babadem. Pour le coup, je vais lire un commentaire d'un téléspectateur. Des animaux à l'apparence humaine. Voilà ce que sont malheureusement certains parmi nous. Comment un être humain peut-il traiter un autre être humain de la sorte? Après, il insiste sur les filles africaines. Voilà, par rapport à tout ce qu'on peut voir. Hein. Les filles africaines devraient comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est mieux de rester chez soi, même si la pauvreté fait rage, que d'aller vivre ce genre de situation. Donc forcément, oui, là, on questionne l'humanité même. C'est-à-dire que moi, on ne peut pas commencer cette émission et parler de ce que vivent les ressortissants africains sans parler de l'humanité des gens qui leur font ça. Donc, et pour le coup, le message, forcément, il est visé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si ceux qui s'apprêtent à prendre un bateau ou autre pour aller dans ces pays-là, en se disant, bon, quand même, c'est des humains, ils ne vont pas mal nous traiter, ils ne peuvent pas dépasser un certain point, ils peuvent. Non, mais regardons la vidéo, ils peuvent, et ça, il faut le savoir, ils peuvent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ces vidéos, malgré ces sensibilisations, malgré le retour des personnes qui vivent, qui ont vécu tout ça, comment se fait-il que ça continue? Comment y a-t-il encore des candidats à la migration? Et depuis des décennies, et le pire, c'est qu'ils justifient le comportement en disant, pour certains, on entend parler, s'ils sont régularisés, s'ils sont des personnes régularisées, j'ai même vu, regardez les touristes ou les étudiants, ils ne subissent pas ça. Donc si vous êtes comment on va dire, dans un statut d'irrégulier, donc on peut se permettre de vous cracher dessus. On se souvient du président Kaïs qui a eu des mots très durs, mais il fallait voir le nombre de migrants dont il y en a qui ont été bastonnés comme des animaux, d'autres qui ont été envoyés dans le désert, et ça c'est le pire, hein. Libye, ils vous envoient à Sabrata, et non seulement on vous coince là-bas, on ne vous dit pas de retourner, mais on vous vend comme un esclave. Et ça existe là-bas à Sabrata. Algérie, c'est à Samaka. Et ça continue depuis des années et des années. Donc pour allez faire votre recherche. Soyons concrets, donc pourquoi ça continue? Les États en face ne répondent pas, tout simplement. Pour moi. Oui, non, mais effectivement, je pense que Baba a soulevé un très bon point, et j'aimerais même compléter un petit peu ce qui a été dit. Là, on parle des migrants, mais peut-être aussi insister sur le fait que dans certains pays, même ceux qui sont établis de manière tout à fait légale, hein, sur un certain nombre de territoires, font face à une cruauté de quasiment au même niveau. Hein. C'est pas parce que tu es étudiant bien régulièrement établi dans un pays que tu n'es pas nécessairement confronté à une certaine violence. Je pense le cas de figure d'une étudiante gabonaise en Turquie, par exemple, qui a été violée et égorgée, qui avait quand même un statut assez régulier. Donc pour moi, les raisons sont principalement motivées, n'est-ce pas, par la limite, ou sinon faiblesse même de certains États à véritablement protéger leurs ressortissants. Tout simplement, quand on regarde un certain nombre d'ambassades qui manquent de moyens à la fois financiers et humains et de dispositifs concrets pour véritablement protéger, n'est-ce pas, leurs ressortissants. Je pense également qu'une autre cause peut également être vue peut-être au niveau plus global, au niveau continental, où il n'y a pas nécessairement une harmonie en termes d'action, n'est-ce pas, pour véritablement venir en aide à ces migrants qui connaissent des difficultés. Donc voilà, je pense qu'il y a des causes les Africains sont maltraités aujourd'hui dans le monde, tout simplement parce que quand on maltraite un Africain, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'action prise. Le pire, c'est juste pour aller dans le sens. C'était dans un pays maghrébin où on attaquait, comme il disait, on attaque un Africain, donc pour eux, l'Africain, c'est le noir. Et il y a eu un Américain qui a été molesté. Il a dit Americana. Le type a dit Americana. Ils se sont arrêtés. Donc c'est juste pour vous dire. On est d'accord, on parle d'Africains. Ali? Je pense que la raison principale, on ne l'a pas encore dite. Pourquoi on traite des êtres humains de cette manière? C'est tout simplement, c'est le racisme. Il faut dire les choses par leur nom.
Pourquoi on traite ces personnes-là différemment? Ça aurait été des personnes européennes, est-ce qu'elles auraient subi ça? Non. Ça aurait été des Asiatiques, ils les auraient traités différemment. Mais c'est lié à quoi? Est-ce que c'est pas lié à la place du continent africain? Il fallait que je dise le mot. Parce on peut plus... ça a été dit. Du coup, j'ai pas été bien attentif, mais en tout cas, le mot, il est là. Et tous les pays qui cautionnent, par leur inaction, par leur mauvaise volonté, le racisme, ne méritent pas de coopérer avec l'Afrique. C'est pas parce que on a des relations économiques avec certains pays que quand on est traité comme des ordures, que nous devons ne pas réagir. En fait, regardez ces pays de l'Afrique du Nord qui traitent leurs frères de l'Afrique subsaharienne de cette manière. Que fait l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine a prévu? Parce que l'Union africaine doit être le phare de la lutte contre le racisme partout dans le monde. Parce que c'est l'Union africaine qui est censée représenter tous les peuples africains et afro-descendants. L'Union africaine doit jouer son rôle dans ce genre de situations. Ces pays doivent être sanctionnés immédiatement. Mais comment voulez-vous que l'Union africaine joue son rôle alors qu'elle est composée de pays qui n'ont pas de poids finalement? C'est pour ça que avant de créer une union forte, il faut avoir des pays forts. Et ça, c'est le problème. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre des contraintes où il n'y a pas besoin. L'Union africaine doit être très claire. La Libye, par exemple, dès les premières images, la Libye aurait dû être exclue de l'Union africaine. Ça, au moins, on est capable de le faire. Ne serait-ce que symboliquement, on est capable de le faire. La Tunisie, quand il y a eu les agressions contre les Africains noirs en Tunisie, la Tunisie aurait dû être exclue de l'Union africaine. Bien sûr. Mais est-ce que c'est suffisant? La Mauritanie, qui esclavagise des Noirs tous les jours, la Mauritanie doit être exclue de l'Union africaine. Ces pays n'ont rien à faire dans l'Union africaine. L'Union africaine est composée de pays, mais si ces pays n'ont pas le courage, n'ont pas le poids, n'ont pas la force de dire on arrête, eh bien ça continue. Pourquoi? Si nous, les citoyens, nous ne le disons pas fort, nous ne l'exigeons pas de nos dirigeants, ils ne vont pas se réveiller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il nous faut des bons leaders. Mais ces bons leaders... Non, ça ne commence pas par là. Les bons leaders commencent par la prise de conscience collective. Un bon leader ne sort pas de nulle part. Il sort d'un environnement, d'une population, il sort d'une famille, il sort d'un pays, il sort d'une ville. C'est la conscientisation, le travail que nous sommes en train de faire sur ce plateau-là, ces émissions qui vont être regardées, c'est ça qui permet de conscientiser les uns et les autres. Et avec ces informations, cette prise de conscience, ça va donner, je dirais, le courage à une personne qui sera peut-être un Thomas Sankara, qui sera peut-être un Nelson Mandela, qui sera peut-être un Ibrahim Traoré, qui va se dire « je m'assume ». C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ce message, je pense que c'est tombé à l'oreille d'un grand dirigeant ou un futur très proche dirigeant de l'Union africaine qui va s'assumer si ceux qui sont là actuellement ne le font pas. Je t'en prie. Peut-être rebondir aussi sur l'action, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Donc, on est quand même dans un cas de figure où il faut aussi savoir que face à certains pays, pour ne pas parler de puissance, une action plus ou moins isolée serait perçue comme totalement inefficace. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'au niveau de l'Union africaine, il y a la charte africaine de migrants qui a déjà été adoptée autant pour moi, mais qui, et c'est assez triste, n'a jamais véritablement été activée. Donc déjà peut-être commencer par là, parce que les mécanismes sont déjà là, mais à quel moment on va commencer à les activer? Il faut la réciprocité. Aussi une autre piste. Je fais ça. C'est tout. Au-delà un petit peu de... Gatsa. Quel pays a demandé à la Libye de fermer son ambassade sur son... Non, mais après... Quel pays a demandé à la Tunisie on est d'accord. à exclure l'ambassadeur libyen? Je suis bien d'accord. Pour avoir des pays qui sortent un petit peu de l'Union africaine, ça c'est bien établi. Hein, ça doit suivre une certaine procédure. N'est-ce pas? Ça ne se fait pas comme ça. On parle quand même des pays qui font quand même partie de l'organisation censée nous protéger. Donc voilà, si jamais ça doit en arriver là, ça s'inscrirait dans un temps long. Et je ne pense pas nécessairement que ce soit ça la piste. S'il y a des éléments concrets qui peuvent être mis en place, c'est peut-être... Qui a commencé une procédure? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule procédure qui a été construite? Mais quelles sont les solutions? Je vais prendre un commentaire, s'il vous plaît, on va avancer. Les dirigeants subsahariens, au lieu de bouffer l'argent du peuple, ils peuvent investir sur l'éducation, et c'est à cause de eux que ces étudiants souffrent. On a beau dire tout ce qu'on veut, hein, mesdames et messieurs. L'objectif premier, notamment pour un pays, c'est d'empêcher ces populations de partir, de mettre en place, l'environnement nécessaire, les moyens nécessaires pour que les Africains restent en Afrique. Ça commence par là. Parfois, il y a une chose. On a pu commencer effectivement par la source. La source, effectivement. C'est la source, bien sûr. S'il y a le développement dans nos pays, ou si ne serait-ce qu'il y a des perspectives de développement ou des opportunités pour les jeunes,
bien sûr, ils ne vont pas se déplacer. Ça, c'est vrai. Il y a des endroits aussi où il y a la guerre, il ne faut pas oublier. Quand on regarde le Soudan, par exemple, il y a la guerre. Même s'il y a des opportunités économiques, je pense qu'on ne va pas courir derrière ça. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux pour un Soudanais d'aller dans un pays voisin, d'aller sur le continent africain, que de subir ça en Libye, en Tunisie ou au Maroc? Mais parfois, c'est même plus facile de partir dans ces pays-là que de partir directement dans les pays voisins. Mais la vérité aussi, c'est que les flux migratoires en Afrique, la majeure partie des flux migratoires sont à l'intérieur de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est une partie de la migration en réalité. Mais quelle que soit cette partie-là, personne ne doit être maltraité, personne ne doit être exécuté, personne ne doit être torturé, esclavagisé. Et puis que nos dirigeants aussi, qu'on arrête les voies diplomatiques où on rappelle l'ambassadeur, on lui a parlé. Je donne juste 2 exemples. Un premier conseiller de l'ambassade de Tunisie, on a vu les images, c'est conseiller diplomatique sénégalais qui se fait frapper par des policiers à l'aéroport. Pourtant, il a le passeport diplomatique. Je n'ai pas vu, à part un rappel au niveau de l'ambassadeur, je n'ai pas vu, en tout cas, d'actes concrets qui feraient que, cette fois-ci, ils ne vont plus recommencer. Libye, il y a à peine 2 jours, à peine quelques semaines, des joueurs qui se font frapper. Les joueurs du Nigeria du Bénin. Non, du Nigeria déjà. Nigeria, on les a mis. Bénin. Ce qu'ils ont subi, c'est juste, on enlève 3 points à cette équipe. L'équipe sait qu'elle est éliminée. Et là, ils ont profité pour frapper des joueurs. Mais il n'y a rien derrière. Donc la question, il n'y a rien derrière. Donc la question, et j'espère que les dirigeants regardent, que mettre en place pour stopper ça, en tout cas pour enrayer ça? On a dit créer de la richesse sur place, financer nos économies africaines, oui, c'est la priorité. Éviter que les gens aient à émigrer, oui, c'est la priorité. Maintenant, il y en a qui sont partis, quoi qu'il en soit. Que mettre en place? Je donne juste un exemple. Quand il y a eu le Niger, et qu'on s'est dit, il y a des personnes, les Sénégalais qui sont au Niger, on s'est dit, attention, si vous envoyez vos troupes, regardez ce qui va se passer. Ça, au moins, de l'autre côté aussi, on dit, ça freine. Au moins des mécanismes qui font peur. En résumé, donc vous avez beaucoup parlé de l'Union africaine, en tout cas des forces africaines. L'Union fait la force, on l'a dit. Parler d'une seule voix et parler d'une voix commune, globale, ferme. Et surtout ferme. Mais en tout cas, plusieurs pays derrière cette voix-là, c'est encore plus fort et c'est important. Maintenant, il faut créer des structures, des organisations fortes avec des pays forts, bien sûr. Et après, il y a les relations aussi bilatérales, c'est-à-dire qu'on insiste sur l'Union africaine, oui, c'est bien l'Union africaine, mais un pays peut considérer comme le Rwanda, par exemple, on maltraite un Rwandais, eh bien, la réaction, si on maltraitait, par exemple, quelqu'un qui vient du Soudan, elle serait différente. Donc, effectivement. Oui, il y a de ça, mais moi, je voudrais aussi rajouter une chose. L'Afrique doit aussi s'organiser pour sauver ses enfants dans la Méditerranée ou ailleurs. Aujourd'hui, je ne vois que des ONG, des associations, des initiatives des pays européens. Que fait l'Afrique? Effectivement, et donc ça, et peut-être même pour terminer le propos, parce que je sais qu'on est peut-être pris par le temps, une autre piste serait peut-être la création d'un fonds panafricain d'urgence. Donc là, une piste assez concrète où chacun des États met une certaine somme et respecte ses engagements pour vraiment aider les migrants en détresse. Je pense que c'est vraiment davantage via une action unifiée qu'on y arrivera. Après, c'est vrai qu'au niveau bilatéral, on a aussi des exemples comme le Maroc et l'Espagne, par exemple, où, mais voilà, en cas de maltraitance de citoyens marocains, mais voilà, les actions économiques ou les sanctions ne tardent pas. Bien sûr, on n'a pas besoin d'attendre. Viser la piste un peu d'accords bilatéraux en attendant, effectivement. Pour agir, c'est-à-dire que les pays peuvent agir. Oui, mais chaque pays, la population est maltraitée, ils peuvent réagir. Chaque pays individuellement peut le faire. Et c'est très important, ça commence par là. Ça commence par là. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. On continue avec le 3e sujet, oui, la COP 29, mesdames et messieurs. Les Africains sont fâchés, encore une fois. Ils s'attendaient à beaucoup plus de fonds et finalement, on leur donne pas grand-chose. On regarde la vidéo et puis on revient. Les uns après les autres, mine déçue, ils s'empressent de quitter la salle où se tiennent les négociations. Ils viennent des 4 coins de la planète, représentent les petits États insulaires et les pays les moins avancés. Tous accusent les pays occidentaux de ne pas être à la hauteur des enjeux. Nous sommes les pays qui sont probablement les plus touchés par le changement climatique. Pourtant, nos pays n'y ont pas beaucoup contribué. C'est pourquoi nous sommes ici, pour négocier au nom de nos pays. Nous avons fait connaître nos besoins et nos souhaits, mais ils sont ignorés et c'est pourquoi nous avons quitté les négociations. À l'origine de cette exaspération, un projet d'accord bien en deçà des demandes. Les pays occidentaux y proposent d'augmenter l'engagement de financement climatique pour les pays plus pauvres de 100 milliards à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Les pays en développement, eux, demandent au moins le double. Nous appelons à un chiffre ambitieux,
qui nous fera sortir de là où nous sommes. De retour sur le plateau de votre émission L'Afrique dans tous ses états, Cyril, je vous donne la parole. Alors, sont-ils vraiment fâchés, les Africains, concernant la COP29 ? Effectivement, c'est un excellent point. Alors, pour peut-être planter le décor, faut savoir peut-être commencer par définir ce qu'est véritablement la COP. Donc, Conference of Parties, ou Conférence des Nations Unies sur le climat, sont donc des rendez-vous mondiaux annuels qui ont donc été mis en place pour lutter contre les changements climatiques. Donc, l'Afrique, particulièrement vulnérable, joue donc un rôle assez central autour des discussions, notamment sur la thématique de la finance climatique. Donc, force est de constater que malgré un certain nombre de promesses répétées déjà depuis des décennies, les résultats sur le terrain restent quand même décevants. Alors, concernant la COP, il faut peut-être préciser que la toute première COP a donc eu lieu en 1995 à Berlin, mais c'est principalement depuis la COP 15 qui a donc eu lieu à Copenhague en 2009 que les pays riches ont commencé à véritablement s'engager avec des sommes plus ou moins conséquentes. À l'époque, on parlait de 100 milliards de dollars donc, par an pour soutenir les pays en développement. Et c'est vraiment depuis ce moment que les attentes africaines n'ont jamais cessé de croître, et pourtant, ces engagements n'ont jamais vraiment été pleinement respectés. On se souvient également de la COP 21, qui a donc eu lieu à Paris en 2015, qui avait fixé des objectifs assez ambitieux, notamment en termes de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Ce moment apparaissait également comme un tournant avec des engagements financiers qui tardent toujours à véritablement voir le jour. Ajouté à cela, on assiste à un discours de plus en plus virulent pour insister sur le fait que les États africains doivent penser à une industrialisation sans pollution. Alors, lors de la récente COP29 qui a donc eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan, les pays riches ont cette fois-ci promis de mobiliser 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035 pour aider les pays en développement à financer leur transition énergétique. Cette somme qui paraît quand même conséquente reste, il faut quand même le préciser, très loin des 1300 milliards qu'avaient donc initialement été demandé par les États africains. De plus, ces financements restent conditionnés par l'implication du secteur privé, mais également par la participation de certains États plutôt climato-sceptiques. Alors, au-delà des chiffres, la COP29 a également été marquée par une certaine frustration largement exprimée par certaines délégations africaines, qui a donc également vu un certain nombre de manifestations spontanées éclater durant un certain nombre de négociations. Les pays africains dénonçant un nouveau dispositif qui permet aux pays riches de financer des projets en Afrique et vraiment contourner un petit peu le simple fait de eux-mêmes devoir réduire un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre que eux-mêmes produisent. Donc on parle donc de greenwashing dans ces cas de figure précis. La question, et ce serait également là peut-être mon propos pour conclure, c'est que cette COP29 a donc illustré un véritable fossé qui tend à devenir de plus en plus perceptible entre pays développés et pays en voie de développement. L'Afrique, qui fait donc face aux effets les plus graves liés au changement climatique, continue d'appeler à une solidarité internationale réelle et à des financements à la hauteur des enjeux, car sans cela, les COP risquent de perdre leur crédibilité aux yeux des plus vulnérables. Merci beaucoup Cyril. Alors je vais continuer avec un message d'un téléspectateur, Franck Coldy, qui dit « Pourquoi aller à ce sommet inutile d'abord ? Utilisons notre pétrole et notre gaz et développons-nous. » Alors, réaction, vous en pensez quoi ? Effectivement, donc c'est dit et redit, il y a une injustice pour les pays africains, à savoir les pays occidentaux se sont tranquillement développés, ont acquis les richesses qu'ils ont aujourd'hui en utilisant les énergies fossiles, etc. Tout ce qui pollue et qui a entraîné donc, les conséquences qu'on peut voir sur le continent africain. Et maintenant, finalement, on se dit non, les Africains, malheureusement, il va falloir l'énergie fossile, il faut arrêter, trouver des énergies vertes, etc. Et qui va avoir forcément un impact sur le développement du continent africain. Donc finalement, qu'est-ce qu'on dit à Franck ? Donc ça, c'est même un très bon point. J'aurais même tendance à le rejoindre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'Afrique ne représente que 3% des émissions mondiales, là où certains pays comme la Chine représentent 25%, les États-Unis 15%. Donc je pense que à date, l'Afrique a quand même encore une poche de pollution potentielle, que ce soit en termes de charbon, gaz et pétrole, qu'elle doit vraiment pouvoir maximiser, ne serait-ce même qu'à court terme pour intensifier son processus de développement. Et en parallèle, et ça ce serait plutôt davantage sur le moyen/long terme, commencer, n'est-ce pas, à anticiper sur un certain nombre d'éléments qui pourraient l'amener vers une industrialisation peut-être un peu plus verte. Mais là, à très court terme, disons qu'on a encore quand même une marge dont on doit pouvoir se servir. Effectivement, mais comme tu l'as dit,
à moyen terme, il faut penser, parce que le réchauffement climatique, la sécheresse, ce sont les Africains qui le subissent. Donc, quoi qu'il en soit, il faut trouver des alternatives pour pouvoir vivre convenablement. Mais néanmoins, c'est difficile, en fait. Les Africains sont entre les deux. C'est-à-dire qu'on doit se développer, mais en même temps, on voit que les effets de la pollution, etc., ont des impacts hyper importants sur les populations, sur les pays, les environnements. Baba. Mais profitons comme on dit, parce que le réchauffement climatique est une réalité. Et il faut voir toutes les villes, en tout cas en ce moment, toutes les villes qui sont sur la zone côtière en Afrique de l'Ouest, on voit l'érosion et ça se voit. On le voit. Donc qu'est-ce que ça va emporter ? Au moins on est averti. On sait qu'il y aura des déplacements de population. Repensons l'urbanisation, tout simplement. Je pense qu'il faut penser à ça. On oublie aussi, il y a eu un drame qui s'est passé au niveau du Fouta, au niveau de Bakel en tout cas, où il y avait une montée des crues. C'est des conséquences du réchauffement, avec une pluie abondante qui arrive, et donc c'est des inondations. Mais cette eau-là, on peut penser à un stockage comme le font maintenant au Maroc, parce que le réchauffement climatique crée l'aridification des sols. Donc des sols qui ne seront plus cultivables quelque part. Donc il faudra chercher de l'eau. Et bien sûr, anticipons. Mais pour le coup, je pose la question à Ali, doit-on mener les deux combats en même temps, à savoir récupérer l'argent nécessaire, entre guillemets, de ceux qui ont pollué le monde et finalement accompagner les populations, modifier l'environnement des pays, trouver des solutions avec cet argent-là, financer des projets verts, etc. Et en même temps trouver des solutions locales pour éviter que finalement ça dérange. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Ça, c'est vrai. Je pense que ces deux pistes-là, il faut toujours y aller. C'est vrai que ceux qui ont pollué, ils doivent payer. Pas de débat. L'Afrique, aujourd'hui, n'est pas comptable du développement industriel effréné. Et d'ailleurs, l'Afrique, c'est le continent qui profite le moins du développement industriel. Donc, c'est un juste retour. Et je pense que le dispositif doit être plus coercitif contre les pays occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, ils se défilent, c'est parce qu'on ne les oblige pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je voudrais aussi qu'on revienne à la base. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne profite pas suffisamment de ses matières premières? Pour moi, c'est la théorie économique de base sur la valeur ajoutée qui freine l'enrichissement de l'Afrique par ses matières premières. Pourquoi? Parce qu'on raisonne dans le sens où plus un bien est transformé, plus le bien a de la valeur. Donc, la personne qui a produit le minerai, la personne qui a produit la matière première, reçoit beaucoup moins de richesse que la personne qui transforme. Donc, si vous regardez sur la chaîne de valeur du cacao, le producteur de cacaoyer, il n'aura quasiment pas grand-chose, alors que le vendeur de chocolat dans sa boutique, lui, il va récolter la plus grande partie de la valeur ajoutée. Donc, c'est ça qu'il faut inverser. Parce que sans cacao, il n'y a pas de chocolat. Ce n'est pas sans chocolat, il n'y a pas de cacao. Donc, il faut renverser la chaîne de valeur pour que, justement, on puisse revenir à des consommations de produits les plus basiques, réduire du coup la transformation et pouvoir consommer des produits beaucoup plus sains. Je pense que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et économiquement, ça a du sens. Tant qu'on ne reviendra pas à un modèle basé sur la consommation la plus brute possible, on ne va pas s'en sortir. Et vous y croyez ? C'est beau sur le papier, mais est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est cette voie. C'est pas parce que je pense qu'on doit être peut-être minoritaire à penser comme ça que ça n'arrivera jamais. Si on est capable de donner du sens, si on est capable de s'engager dans ce sens-là, ça arrivera. Ça arrivera. Sauf que l'urgence, elle est quand même là, mesdames et messieurs, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des déplacements de population. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger à cause des sécheresses, de la pollution, etc. Donc, que devons-nous faire? Et on comprend pourquoi les Africains étaient très énervés lorsqu'ils ont été à la COP29 parce que c'est urgent. Oui, mais pour de l'argent. Le problème, c'est qu'ils étaient énervés pour de l'argent. Oui, mais moi, je pense, juste pour arriver, les solutions locales existent. Par exemple, qu'est-ce qu'on reproche aux Africains? On dit souvent, c'est leur mode de cuisson. Par exemple, ils utilisent le charbon qui est un émetteur. Mais on a un Ghanéen qui a créé
ce qu'on appelle le charbon vert à partir de la noix de coco. On a d'autres et d'autres dans... Oui, il y a plein d'exemples, on est d'accord, il y a plein d'exemples qui peuvent être mis sur place, qui vont avoir un effet sur le long terme, mais en même temps, si les pays industrialisés continuent de polluer, c'est pas ce changement de cuisson qui va avoir un impact important. C'est pour ça, encore une fois, on l'a dit, c'est 3% l'Afrique. Oui. Donc leur demander de changer pour changer le monde, non. Par contre, la justice climatique, à savoir quand on dit qu'il faut payer 1300 milliards, ça peut changer des vies. Effectivement, et pour compléter ce propos, et je pense que Ali a commencé un petit peu à toucher du doigt, il faudrait au final qu'au bout d'un moment, ces résolutions qui viennent de ces différentes COP soient véritablement contraignantes. Parce que là, au final, on se rend compte que l'Afrique, sur un certain nombre de ses engagements, généralement ne perçoit que entre 10 et 20% des enveloppes totales promises. Il faut peut-être commencer par là, rendre ces accords véritablement les plus contraignants possibles. Et à côté de ça, penser à des mécanismes de financement climatique en interne. Donc voilà, si on crée par exemple un fonds climatique panafricain financé par exemple par des taxes régionales payées par des compagnies qui exploitent par exemple nos minerais, mais voilà, tout de suite ça donne un certain réservoir en termes d'économie qui peuvent naturellement être réinvestis sur une économie beaucoup plus durable. Encore une fois, il a également pris l'exemple sur la nécessité d'avoir une transformation à 1, 2, voire même 3 niveaux sur le continent africain. Mais voilà, ces sommes pourraient potentiellement permettre d'investir sur des industries véritablement palpables et de manière ultime maximiser vous avez parlé sur ces richesses. Sanctions, c'est-à-dire que des sanctions, en tout cas, il faut pouvoir contraindre les États. Non, j'ai dit coercitif, j'ai pas dit sanction. Ça veut dire, il faut les obliger à payer. Il faut les contraindre à payer. Donc ça rejoint ce que je dis. Donc je continue. Alors, mais qui va les contraindre? Ben justement, c'est ça la question. C'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que je faisais la subtilité. Si on sanctionne plus petit que toi, nous, on ne pourra pas sanctionner les puissances militaires qui sont les États-Unis, la Chine. Si on ne parle pas d'une voix. Si on parle d'une voix, on peut peut-être. Même si on parle d'une voix, ça va être très compliqué. On ne va pas les contraindre militairement. Par contre, on peut les contraindre économiquement. On peut les contraindre notamment au niveau de l'ONU, on peut leur mettre des condamnations. Ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du symbolique. Au niveau de l'ONU. Au niveau de l'ONU, on peut prendre des dispositions. Vous y croyez? Vous y croyez vraiment? C'est pour ça que j'ai parlé de l'ordre symbolique, parce que c'est important. Je pense que les symboles aussi sont importants. Dans l'histoire, l'histoire les retient. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi l'aspect organisation des pays qui sont concernés par les changements climatiques, qui peuvent décider de ne plus commercer avec certains, qui peuvent les obliger, qui peuvent leur mettre des taxes supplémentaires. Donc, il y a tout un mécanisme qu'il faut avoir, mais il ne faut pas rester que dans le coercitif, il faut discuter avec eux, parce qu'eux aussi, je pense qu'ils comprennent très bien le sens des choses. Apparemment non. Apparemment non. Tout ce qu'ils font, leur stratégie, c'est de gagner du temps. Oui. C'est pour ça, moi, j'ai dit, et mon approche que vous trouvez tout à fait, on va dire, exotique, et c'est normal, parce que on n'est pas habitué à penser comme ça. C'est pour ça que je dis, il faut changer le modèle économique dans lequel nous vivons. Sans ça, ça ne va pas le faire. Il faut que l'Afrique se renforce, on est d'accord. On l'a dit, en 2009, il y a 100 milliards d'euros qui devaient être payés. Aujourd'hui, en 2025, ils n'ont toujours pas été payés. C'est une dette. C'est une dette, il faut qu'elle soit remboursée. Voilà. Mais en tout cas, en 2009, toujours pas payé. On est en 2025, ils parlent de payer pour 2034, je crois. Donc voilà, qui vivra verra. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Mais avant de nous quitter, eh bien, on a une petite surprise pour vous. Oui, on va proposer à nos 3 personnes sur le plateau de pitié, donc sur une question qui leur a été posée, soit par un téléspectateur, soit par quelqu'un de l'équipe technique. Alors, je pose la question. Je vous place à la tête d'un pays du continent africain. Élection ou pas élection, peu importe, vous êtes compétent et visionnaire, c'est ce qui nous importe, nous. Alors, quelle est la première mesure que vous prendriez pour commencer à mettre le pays sur les rails? Alors, j'ai demandé donc, aux 3 protagonistes ici sur le plateau de me remettre un papier pour ne pas qu'ils se volent les idées. Alors, on va commencer par la transformation agricole de Baba. Donc, toi, ça serait la première mesure que tu mettrais si tu étais à la tête d'un pays du continent africain? Pour la sécurité alimentaire, et ça me vient tout simplement de ce qui s'est passé dans le Covid, lorsque toutes les frontières étaient fermées, on va quémander le blé, par exemple les blés et tout ça, donc c'est s'assurer le côté alimentaire. Et je me souviens de cette phrase de Moussa Mara qui disait, il y en a qui vont aller vers la santé ou l'éducation, mais un ventre qui a faim ne réfléchit pas. Pensons d'abord au ventre avant de pouvoir réfléchir, et c'est pour ça que je parle de la transformation agricole et aller sur l'industrialisation agricole en sachant que 80% de la plupart des pays sont dans le secteur agricole. Très intéressant, très très beau.
Mesdames et messieurs, notez, on va voter à la fin. Alors, deuxième argument, en tout cas mesure, l'éducation gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à 18 ans. C'est vous, Ali Traoré. Alors, exactement, c'est la mesure que moi je prendrais parce que j'estime qu'un pays, pour se développer, a besoin du génie créateur de tout le monde. Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde doit contribuer à réinventer nos pays. Et ça ne passera pas sans l'éducation endogène, ancrée dans nos besoins, avec une vision non pas orientée uniquement recherche, mais une vision de mise en pratique technologique pour créer de la valeur, pour justement aussi industrialiser le pays. Très bien, merci pour cette première mesure que Monsieur le Président Ali Traoré prendrait. Et on va terminer avec justice forte et indépendante de Monsieur Cyril Calvin Bandoukoulata. Effectivement, donc pour moi, le préalable, et c'est ce que je ferais si jamais j'étais élu président, non mais plus sérieusement, la justice reste la base d'un développement pour la plupart de nos États. Parce qu'au final, on se rend compte que on a un certain nombre de richesses. Finalement, si on se regarde le sol, c'est qu'on est ultra riche. On a un certain nombre de personnes qui ont des raisonnements, qui ont quand même une certaine éducation. Mais le vrai mal de l'Afrique, selon moi, reste le fait que face à la corruption, on a quand même une certaine forme d'impunité dans la quasi-totalité de nos pays qui, de manière ultime, freinent le véritable développement. Donc le fait d'avoir une justice véritablement forte et indépendante, selon moi, demeure la base d'un développement potentiel pour nos pays. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu, en tout cas, de nous avoir donné votre première mesure en tant que président d'un pays du continent africain. Alors pour le coup, moi je vais me permettre de choisir. Voilà, je vais me permettre de choisir, mais on demande à nos téléspectateurs de tout de suite nous envoyer un message et de dire qui a été le plus pertinent et surtout quelle mesure est la plus importante pour le continent africain ou votre pays d'origine où vous vivez. Moi je dirais Baba, je suis plus pour Baba, effectivement. Commençons par nourrir les populations et parce qu'encore une fois, une personne qui a pas faim, qui n'a plus faim, eh bien c'est une personne qui réfléchit, c'est une personne qui finalement peut envoyer son enfant à l'école, c'est une personne qui finalement pense à la justice et conscientisée par rapport à l'importance de la justice. Donc voilà, moi c'est mon avis qui n'engage que moi. Mesdames et messieurs, on attend vos retours. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme. Merci beaucoup à vous, Ali Traoré. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec nos chroniqueurs. Merci. On sera ravis de vous retrouver ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Merci bien sûr à Baba Dem ainsi que Cyril Calvin. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Vous êtes au cœur de ces débats que nous menons ici sur le plateau. Allez, bye bye.